Bonjour à tous et bienvenue dans ce lycée. Est-ce que vous nous faites confiance? Est-ce que vous savez comment nous, journalistes, travaillons? Bienvenue dans cette édition spéciale sur l'éducation aux médias, 12-13 en Normandie. Ça se passe donc ici, au lycée Jean Rostand de Caen, plus précisément au sein d'un lycée, à l'intérieur d'un lycée, un micro-établissement destiné à des élèves en rupture avec l'école. Nous vous le ferons découvrir et nous en parlerons avec vous, Patrice Eustache. Vous coordonnez cette structure avec une équipe de professeurs très engagés. Et c'est donc avec vos élèves que nous avons mené cette année des ateliers d'éducation aux médias en compagnie de notre collègue Pauline Latruite. L'actualité ce jeudi, nous retrouverons dans un instant Laurent Marville dans nos studios. Il reviendra notamment sur la grève du personnel de Sanofi à Lisieux depuis 5 heures ce matin. Il dénonce la vente prévue aux Américains. Et puis dans la page nationale, l'émotion après la découverte du corps de Lina hier à 9 heures. Bienvenue donc ici, 12-13 en Normandie, au lycée Jean Rostand de Caen. C'est la 3e fois que nous délocalisons nos journaux dans un établissement scolaire pour parler d'éducation aux médias, parce que c'est un vrai enjeu de société. Et si nous avons voulu planter nos caméras ici, dans cet établissement, ce n'est pas un hasard. Bonjour, Patrice Eustache. Bonjour. Vous êtes donc le coordinateur de ce micro-lycée avec une 40aine d'élèves qui étaient en rupture avec l'école. Quel est donc le profil de ces élèves ? Alors, le profil, il est très divers. Les causes qui les ont amenés à rompre avec l'école sont diverses et variées. Et nous, on aime bien ici les appeler non pas des décrocheurs scolaires, mais des raccrocheurs. C'est-à-dire que là, ils ont fait l'effort, ils sont dans l'optique de revenir à l'école et de pouvoir reprendre une place. Et nous, on va essayer de les accompagner dans ce retour. Il n'y a pas de limite d'âge ? Alors ici, il y a quand même une limite d'âge. On est avec des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, mais les parcours peuvent être très différents. Et en fonction de cette diversité de parcours, les âges ont avancé, mais jusqu'à 23, 24 ans, on peut encore être dans une optique de reprise scolaire. Alors, il y a 2 structures de ce type en Normandie. Et donc, ce micro-lycée à l'intérieur de Jean Rostand, il y en a un autre à Évreux, dans l'Eure. Mais pour bien comprendre comment vous fonctionnez, on va suivre Karine Lepeinteur et Bertrand Goulet, qui se sont invités dans vos classes. Je comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Alors, ils sont ici pour apprendre, mais surtout pour retrouver l'envie. Moi perso, j'aimais plus trop les maths quand j'étais au collège et quand j'ai fait ma première année de seconde. J'ai l'impression que c'est plus intéressant. Enfin, on peut nous réexpliquer individuellement. Ces élèves de seconde ont entre 14 et 17 ans. Mais pour les enseignants du micro-lycée, qu'importe leur parcours, ce qui compte, c'est qu'ils soient là. bonjour Pauline. J'ai pas réussi à me réveiller. C'est pas du flicage au sens de réprimer une absence ou des choses comme ça. C'est plutôt l'idée de se dire qu'on est dans un lieu où on est important et chacun doit pouvoir avoir sa place dans ce lieu-là pour pouvoir au final se dire je suis dans un lieu où la structure prend soin de moi. On commence par calculer un coût de revient. Pour qu'ils puissent assimiler le même programme que les autres, les élèves inscrits au micro-lycée ne sont pas plus de 15 par classe. J'adapte les cours en fonction des spécificités des élèves. Donc beaucoup plus de mise en pratique, beaucoup plus de mise en situation et de cas concrets. Ici, c'est comme une école de la dernière chance pour ces élèves qui n'y croyaient plus. J'étais sorti du système scolaire, du coup, rentrer dans le système scolaire, c'était un peu compliqué. Du coup, on a essayé plusieurs options et la seule qui me restait, c'était le micro-lycée. Et finalement, c'est bien. Tellement bien que les anciens élèves reviennent donner des nouvelles. Après la licence... Du coup, après la licence, je me tournerai vers ce qu'est l'éducation, soit éduco-spé ou directement enseignante en école maternelle. Ouais, professeur des écoles. J'ai passé mon bac pour ma part à 27 ans parce que j'ai intégré le micro-lycée à l'âge de 24 ans. Donc je suis restée quand même 7 ans en décrochage scolaire. Quand on a un parcours un peu chaotique et un vécu où on n'est pas forcément bien vu, où on a subi des remarques négatives, c'est vrai qu'on se dit mais on n'est pas capable de grand-chose en fait. Et même si pourtant on a des ressources, on a des capacités, et le fait de reprendre tranquillement et puis de voir en fait que ça se passe très bien finalement, et bien là ça permet de regagner confiance. Car c'est bien la confiance gagnée qui leur permettra à tous d'avancer. Le but à terme est de se mélanger aux autres élèves du lycée.
Ils ont 2 ans pour franchir les 2 mètres qui les séparent des classes de terminale. Patrice, j'imagine que c'est un super encouragement quand on voit ces élèves qui veulent devenir profs. Alors oui, ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on évoque comme étant le raccrochage, c'est-à-dire se reconstruire le lien avec l'école, il est pleinement reconstruit puisque c'est des jeunes qui disent au final, passer une vie à l'école, ça peut aussi être intéressant. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait d'une reprise de confiance qui a été permise par le micro-lycée et qui est très riche. On va parler de la place de l'actualité dans vos enseignements. Vous êtes enseignant en économie. Quelle place a l'actualité dans la pratique ? Alors une place qui est évidente, puisque dans un enseignement de sciences économiques et sociales, l'intérêt, ce que nous on évoque en tant que prof de SES avec les élèves, c'est la compréhension du monde qui nous entoure. Et quand vous parliez dans les titres tout à l'heure d'une grève à Sanofi, d'un rachat par un groupe américain, mondialisation, c'est clairement des cours de mondialisation que des jeunes qui sont juste derrière font avec leurs professeurs de terminale en SES. Et c'est bien de les ancrer dans cette réalité ? Il faut, c'est-à-dire que c'est même le sens plus global de revenir à l'école. C'est évidemment d'avoir un diplôme, mais c'est aussi et surtout de pouvoir se former un esprit critique. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire. Exactement. Alors sur l'éducation média, vous avez travaillé avec une partie de la rédaction de France 3 et plus particulièrement avec Pauline Latruite que l'on va retrouver dans la cour. Pauline, vous avez alterné avec les élèves qui ont participé entre théorie et pratique. Oui, bonjour. Nous avons effectivement commencé par la base, savoir ce qu'est une information, bien la distinguer d'une communication, d'une rumeur, d'une opinion qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous avons ensuite fait des jeux de rôle pour vérifier les informations, vérifier les images. C'est important de savoir qui nous parle et pourquoi. Et donc je suis avec Maëva et Armeline qui ont participé à ces ateliers médias. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Quelle est la règle d'or ? C'est très important de vérifier ses sources, de remonter à la source de base, d'avoir 3 sources fiables de médias à qui on a confiance. On peut aussi vérifier les images pour savoir si elles sont truquées ou pas sur des moteurs de recherche. En faisant de la recherche par image, c'est très important. Et ils ont choisi aussi des sujets de reportage. Vous êtes intéressé à un groupe de musique normand, le groupe Fishtalk, qui a participé cet été au festival de Beauregard. Et grâce à vous, nous allons vous faire découvrir un nouveau style de musique. Fishtalk essaye de trouver sa voie sur la scène rock, et en particulier dans un genre peu connu, le noise. De simples pas, l'eau d'une fontaine, les bruits du quotidien les inspirent. Ça règle. C'est quoi ? C'est un camion qui recule, je pense. Les deux ensemble, c'est pas mal. Ouais. Ces sons, ils les déforment et les triturent pour nous surprendre. Nous, on aime bien quand on va avoir des sons qui vont un peu venir déranger les oreilles, avoir des textures qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la radio ou des choses comme ça. Parce que nous, c'est des choses qui nous parlent. On aime bien être bousculé un peu dans ce qu'on écoute. Et voilà, comme en général, quand on passe par des émotions intenses, on aime bien que le son qu'on utilise soit intense aussi. Remarqués par les inrecuptibles, Fishtalk commence à se faire un nom. Ils ont joué cet été au festival Beauregard, après avoir remporté le tremplin l'hiver dernier. Il y a eu un vrai coup de cœur sur Fishtalk de la part du jury. Une belle énergie, un groupe qui est bien en place. Sur les 4 groupes, c'est le seul qui avait une formation basique, basse, batterie, guitare. Ce groupe, c'est surtout l'histoire de 4 copains. Tous travaillent dans l'audiovisuel ou le cinéma. D'ailleurs, ce jour-là, Valentin n'a pas pu se libérer. Vivre de sa musique n'est en effet pas toujours simple et suscite beaucoup de questions. Pour faire vivre un groupe de rock, c'est pas les streams. De toute façon, les streams, ça rapporte pas d'argent. C'est pas tant que ça les ventes d'albums, c'est les dates. Du coup, ça veut dire qu'il faut partir sur la route à faire une date par jour et à plus avoir de vie. Nous, on a des amis qui, en rentrant de leur tournée, nous disaient en fait, notre tournée, je la souhaite à personne. Fishtalk aime la scène, mais ne veut pas pour autant sacrifier l'essentiel, leur amitié. Pour eux, la musique doit rester un plaisir.
Alors c'est un reportage qui dure 2 minutes mais qui nous a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous Maëva, dans cette fabrication de reportage ? Déjà de pouvoir voir tout le matériel pour filmer, les caméras, etc. De voir les journalistes aussi, c'est assez impressionnant. On a aussi pu visiter les locaux de France 3. Et là où on a fait le montage, c'était un gros exercice puisque on doit pas mal résumer des grosses séquences en quelques secondes. C'est assez compliqué. Ouais, c'est une écriture particulière. Hein. Et vous, Hermeline, par rapport à ces ateliers d'éducation aux médias, qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique au quotidien ? Est-ce que vous regardez les journaux différemment ? Oui, parce que maintenant, en fait, je me pose des questions sur comment les reportages, les articles, etc., comment c'est fait. Quand je m'informe, je fais attention au travail journalistique derrière, je me pose beaucoup plus de questions. Et on vérifie effectivement les sources. Oui, voilà, exactement. Et je vérifie, je fais attention quand je m'informe en tout cas. Parce que c'est ça qui est important aussi, il faut le dire, l'éducation aux médias, ça permet aussi de développer l'esprit critique. Et j'imagine que vous allez en parler avec vos invités, Guénel. Merci beaucoup Maëva, Hermeline et Pauline. C'est intéressant de voir que votre rapport aux médias, à l'information a évolué, car ce n'est pas simple de discerner le vrai du faux, surtout à notre époque. Franck Beignet est allé à la rencontre d'un jeune public dans la rue pour tenter de cerner les habitudes des uns et des autres par rapport à l'information. Moi, je m'informe de manière différente. Ça peut être la radio, ça peut être aussi les réseaux sociaux, ça peut être la télé. Pour la simple et bonne raison que je trouve que beaucoup de médias sociaux aujourd'hui sont orientés. On peut aller chercher des bonnes informations sur des médias de droite, des médias de gauche. Du moment qu'on fait la part des choses aussi, de notre côté, c'est ça qui est le plus important. Après, il faut tracer les sources. C'est vachement important de faire ça parce que sinon on peut se faire avoir et les fake news après prennent plus d'ampleur. Donc ça peut nuire à la société ou même aux gens en règle générale. Donc il faut faire attention à ça. Et où est-ce qu'on va aller chercher ? Vous regardez encore la télé Non, pas trop, ouais. Plus sur les réseaux. Rarement, quand même, les infos le soir, rarement. Quand il y a les parents, mais c'est tout. Quand il y a les parents ? J'allume pas la télé, j'allume très rarement la télé. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que ça passe pas, on va dire, dans mes fils d'actualité sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et du coup, je cherche pas trop plus loin à aller chercher l'information de moi-même, en fait. Patrice Eustache, comment est-ce que vous avez senti vos élèves dans ces ateliers d'éducation aux médias ? Alors, c'est toujours compliqué pour eux de se mettre dans des situations où ils n'ont pas l'habitude, mais c'est justement ce qui est intéressant. L'éducation aux médias, ça leur permet de réfléchir sur l'environnement, de voir de différents métiers qui existent. Et donc, moi, je les ai trouvés intéressés, intimidés, et puis petit à petit, dans cette reprise de confiance qui leur permet de produire les reportages qu'on vient de voir et qui sont de qualité. Et ça peut les aider de bons citoyens, parce que traquer le vrai du faux dans l'info, alors ça peut être un jeu quelquefois. Au Dôme, d'ailleurs, des chercheurs ont mis au point un jeu de société sur ce thème qui s'appelle Ocytocine. Alors c'est le nom de l'hormone du plaisir, mais aussi de la confiance. Laure Marville et Cyril Duponchel ont tenté de comprendre le principe lors d'un test grandeur nature. C'était à la médiathèque de Colombelle. Ils sont 8, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, réunis pour découvrir Ocytocine. Chaque équipe dispose d'un mur, exactement comme sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir en fait y poster des informations. Elles vont être représentées par ces petites cartes-là. Elles vont avoir une valeur qui est de 1, de 3 ou de 5. Le 1, c'est une information qui n'est pas dangereuse. La 3, au contraire, on est sur une information qui, là, est plutôt pour apporter un petit peu d'équilibre et de vérité un petit peu. Et la 5, on est vraiment autour de quelque chose qui est là pour faire le buzz et surtout attirer des likes. Si le jeu n'a qu'un but, c'est bien celui-là, aiguiser l'esprit critique des joueurs et développer leurs réflexes pour analyser, s'interroger et contrer la propagation des fake news. C'était le but, au départ, dans la tête des créateurs. L'idée derrière le jeu, c'est d'essayer d'avoir comme un thermomètre de confiance qui va nous permettre d'avoir un peu un instinct pour savoir quelles sont les informations qui sont trompeuses ou quelles sont les informations qui sont plutôt fiables. Et pourtant, il existe un fossé entre volonté théorique et pratique ludique. On peut savoir si tu fake news que si y a des preuves mises sur la page, quoi. Sur les commentaires, tout ça. On voit pas vraiment, mais il y en a, c'est tellement abusé ce qu'ils racontent que ça se voit que c'est faux. Ça, quand c'est trop gros pour être vrai, j'arrive à estimer
la vérité de ce qui est mentionné. Si c'est vrai, si c'est faux, etc. J'arrive à faire la part des choses. Oui. La fake news est une histoire de génération, alors? J'ai l'impression, oui. Pas facile d'être certain, on le voit. L'intuition peut être trompeuse. Il y a quelques recettes qui existent un petit peu. Cette idée, un petit peu, c'est le principe du fact-checking. Et ça va être justement d'aller chercher ces fameuses sources. Une personne qui va poster, est-ce qu'elle a des sources qui sont fiables? Est-ce qu'elle est allée chercher des études scientifiques? Mais ça peut être aussi, est-ce que c'est un avis qui va être un peu une généralité donnée par tout le monde? Ou au contraire, est-ce qu'on va être sur quelque chose où on peut prouver effectivement que nos dires sont vrais? Et malgré 4 ans de travail, déjà sur l'éducation aux médias, ici à Colombelles, la partie est loin d'être gagnée. On ne comprend pas ce travail qu'on fait au quotidien, parce que là, c'est vraiment un public qu'on voit régulièrement. Donc avec eux, on échange régulièrement, on a des rencontres, d'autres ateliers, et voilà, le combat n'est pas fini. Ocytocine est disponible en téléchargement sur le site du Dôme. Ocytocine, comme quoi c'est un jeu et un vrai enjeu de société, y compris pour nous, journalistes. Être sûr que vous nous croyez en appliquant ces règles simples, la vérification des sources et l'honnêteté. Bref, c'est un véritable contrat de confiance entre vous, téléspectateurs, et nous. Merci Patrice de nous avoir accueillis au sein de ce micro-lycée. On se retrouve d'ailleurs ce soir pour continuer à parler d'éducation média. On va partir tout de suite retrouver Laure Marville en direct de nos studios pour les vraies informations de ce jeudi.